In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de venir nourrir votre capacité de résilience. Mon nom est David Germeau, je suis créateur de programmes santé, à la fois entraîneur, nutritionniste et spécialiste des sciences du bien-être. Je suis là pour vous accompagner dans une démarche globale, holistique, intégrative de la santé pour relever les défis du quotidien. Alors dans cet épisode, nous allons parler d'optimisme. Et vous pourriez vous demander, tiens, mais pourquoi parler d'optimisme pour un entraîneur, pour un nutritionniste, pour un créateur de programmes santé? Eh bien tout simplement parce que l'optimisme devrait s'entraîner comme votre muscle du cœur, comme vos muscles, comme votre souplesse. Et j'espère qu'après cette interview, eh bien, vous n'aurez plus aucun doute sur cette importance d'entraîner, de renforcer votre optimisme. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme invité Michel Poulart. Michel Poulart, Monsieur Optimisme, est un conférencier professionnel. Je l'ai découvert par hasard de par son immense générosité à travers ses différents contenus qu'il partage sur différents réseaux. J'ai même acheté sa formation Devenez conférencier professionnel. Nous en reparlerons dans cette interview avec un brin d'humour. Et j'avais à cœur de pouvoir l'interviewer pour savoir comment, au quotidien, développer son optimisme et finalement comprendre un peu plus ce qu'est l'optimisme. Est-ce que c'est être positif H24 ou est-ce qu'il y a derrière cette qualité à développer ou innée d'autres secrets qui pourraient vous aider à développer plus de résilience, à développer une meilleure santé, un meilleur bien-être au quotidien, mais également à long terme. C'est donc avec grand plaisir que je vous présente cette interview et je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour Michel, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, je vais aujourd'hui, au moment où tu me parles, je vais bien. Mais tu m'aurais demandé ça hier, j'allais bien aussi. Et tu me demanderas ça demain, je pense que j'irai bien aussi. Voilà, c'est justement au centre de notre conversation aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Ce n'était pas de chance de tomber sur le jour où tu allais moins bien sur 365 jours, s'il en existe. Ben, écoute, si ça allait moins bien, je pense que tu aurais quand même entendu que ça va bien. Parce que dans mon état d'esprit, c'est même quand une journée va mal, il y a toujours une raison d'aller bien. Ne fût-ce qu'avoir cette rencontre qu'on a, toi et moi, ça me donne déjà envie, au moins le moment qu'on passe ensemble, d'aller bien. Tu vois ce que je veux dire? Ben écoute, c'est partagé, parce que je sais que tu es très pris. On a pu trouver justement un créneau horaire pour pouvoir faire cet échange. Mais je vais d'abord te faire je vais te partager quelque chose, c'est que moi, j'irais un peu mieux si tu ne m'avais pas autant challengé. Parce que, je m'explique. Je lis, on échange, on prépare cette interview et j'aime beaucoup travailler sur la préparation Très parce bien. que quand déjà il y a la recherche de la biographie, j'aime bien découvrir la personne pour justement avoir un peu de story au départ, que les gens qui nous écoutent apprennent à connaître l'expert. Très Et bien. donc tu m'as partagé ta biographie. Alors je lis déjà qu'à 12 ans, tu prenais la parole devant une congrégation de plusieurs centaines de personnes. Oui. Et donc, monsieur a de l'expérience au niveau de l'échange. Oui. 440 vidéos sur ta chaîne YouTube. Tu es appelé monsieur 1000 conférences. Alors, je connaissais monsieur 10 000 volts. Donc, voilà, maintenant, je connais monsieur 1000 conférences. Et du coup, c'est un véritable défi pour moi de permettre à toi de partager des choses que tu n'aurais peut-être pas partagées sur une vidéo ou une interview. À toi de me poser les bonnes questions et j'y répondrai avec authenticité et sans tabou. Et je sais, et c'est ça qui me challenge aujourd'hui, parce que durant ma préparation, je t'écoutais sur des interviews, puis je dis, ah ça, je pourrais aborder. Ouf, 10 minutes plus tard, tu en parlais. Puis je dis, ah mais ça, je devrais en parler. Puis je me dis, mais je parie que Michel en a déjà parlé. Alors je fais une petite recherche, je mets Michel Poulart et puis je mets le sujet, tu as écrit un article là-dessus. Je dis, bon, ben, va falloir que je sois très créatif. Mais
Alors, je suis optimiste parce que j'ai appris Mais est-ce avec. que c'est ton objectif de me faire dire quelque chose que je n'ai jamais dit ailleurs? Parce que là, ça va être chaud pour toi quand même, hein. Alors, ouais, ça va être très chaud. Je pense que là, tu as déjà une longueur, enfin, 15 ans d'avance. Mais on va voir. Je voudrais que ce soit aussi enrichissant pour toi qui prend du temps pour moi et pour ma communauté que pour ceux qui nous écouteront et éventuellement ceux qui te connaissent déjà et qui ont envie, effectivement, de poursuivre leur compréhension du sujet. Donc, lançons-nous. Je lis ta biographie et j'apprends que tu as grandi, tu as été scolarisé en Belgique et tu as déménagé depuis bien longtemps en France. Tu es un amoureux de la vie et tu aimes le partager. Tu as fait du théâtre, de la musique, du scoutisme. Tu as le sens de l'humour, que tu as hérité d'ailleurs. Curieux, optimiste, tu as fait des études à Rotterdam. Ça aussi Oui. qui m'a mis la puce à l'oreille, qu'il devait y avoir des origines locales pour moi aussi. Tu as travaillé pendant 20 ans comme commercial et responsable de vente. Tu es décrit comme Monsieur Optimisme, qualité innée chez toi. D'ailleurs, on pourra en reparler de cette qualité innée de Bien l'optimisme. sûr, bien sûr, Mais nous savons aujourd'hui qu'on peut le travailler, on peut l'entraîner comme une autre qualité physique. Ma absolument. première question, Michel, c'est en plus de 40 ans d'expérience, as-tu aussi grandi dans ton développement de l'optimisme ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu avais au départ et que tu as nourri ou est-ce que, comme un athlète qui a peut-être des qualités d'endurance, qui au plus il le travaille, au plus il devient endurant et il fait des performances, est-ce que toi, il y a une école de la vie, des événements ou un métier qui t'a poussé encore plus loin dans ton optimisme? En fait, il y a plusieurs questions dans ta question. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il y a au moins trois questions dans cette question. Donc, je vais essayer d'y répondre, peut-être pas dans l'ordre chronologique, mais d'y répondre à toutes. Euh, le fait tu sais, quand on grandit, quand on sort de chez soi, de notre éducation, on rentre dans la vie active, on vit notre vie, on s'investit dans notre vie professionnelle, dans notre famille, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on est. En fait, on ne prend pas le temps et on ne nous apprend pas de nous apprendre à réellement nous connaître et savoir pourquoi nous fonctionnons comme nous fonctionnons, pourquoi on pense comme on pense, pourquoi on est ce qu'on est. Il n'y a aucun élément extérieur qui nous encourage à comprendre ça. On vit notre vie et on se fait mener par la vie, on se fait mener par notre environnement, on subit parfois la vie et tu ne te rends pas compte de tes valeurs, de tes modes de fonctionnement, de ta psychologie. Et le jour où j'ai compris que ma plus grande force qui m'a fait vivre tout ce que j'ai vécu dans ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait d'être quelqu'un de résolument optimiste. Mhm. Et l'optimisme, après coup, quand tu prends conscience de comment tu fonctionnes, tu prends conscience de tes prises de décision du passé, tu prends conscience de tes blessures, même du passé aussi, et ça te rend plus fort. Donc ça, c'est un premier indicateur dans la réponse que je veux te donner, c'est le fait de m'en rendre compte m'a rendu plus fort aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je sais comment je fonctionne. Je sais donc ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je sais qui je veux rencontrer et qui je ne veux pas rencontrer, quelles sont les énergies avec lesquelles moi je veux me nourrir et celles que je ne veux pas. Ça me permet d'être beaucoup plus serein parce que j'ai mon mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, il faut se le chercher, j'ai envie de dire le plus tôt possible, que nos auditeurs soient aient 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ne perds pas de temps, va chercher ton mode d'emploi, tu gagneras du temps sur le reste de ta vie. Bien sûr. Ensuite, le deuxième levier dans ta question, c'est est-ce que je suis né optimiste, hein? Oui, depuis le plus jeune âge que je me souvienne, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste. J'ai toujours attiré les regards des autres parce que j'étais toujours le mec souriant, le mec enthousiaste. S'il y avait un truc de dingue à faire, ben, j'étais le premier. Et en fait, parfois, on m'envoyait même des trucs de dingue que personne n'osait faire, mais j'étais tellement convaincu de ma dinguerie que j'arrivais à mobiliser les autres. Bon, mais si Michel, il y croit, en fait, il y croit tellement pour 10 qu'on va peut-être y aller avec lui, tu vois. Et si ça se trouve, ça va être chouette et on risque de rater un truc. Donc, j'ai toujours vécu comme ça, même depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mais au fond, cette quête de compréhension de moi, mais aussi mon métier de conférencier m'a poussé aussi à comprendre le mode de fonctionnement des optimistes. Qu'est-ce que l'optimisme réellement? Est-ce qu'il y a des études et de la recherche qui a approfondi là-dessus? Et effectivement, dans un premier temps, il y a maintenant de nombreuses années, pour alimenter mes conférences, j'ai voulu comprendre comment fonctionne l'optimisme, Mhm. d'où ça vient, est-ce que nous naissons avec, est-ce que nous le devenons, est-ce qu'on peut le perdre, est-ce que quand on est pessimiste, on peut le devenir. Eh bien, aujourd'hui, il y a des réponses à tout ça, et c'est sensationnel. La réponse, c'est, je pense que
et d'ailleurs ça c'est les généticiens qui le disent, hein, dans la génétique humaine, nous sommes tous dotés d'un gène qui s'appelle le gène 5-HTT, communément appelé le génome du bonheur. Donc, comme nous en sommes tous dotés, c'est une bonne nouvelle. On a tous accès au bonheur. On a tous ce besoin d'être heureux. On a tous quelque part cette notion d'optimisme dans la vie. Et d'ailleurs, si nous ne l'étions pas, la race humaine serait éteinte parce qu'il faut fichtrement être optimiste pour faire des enfants, hein. Je veux dire, Clairement. voilà. Donc, on est optimiste de nature. Néanmoins, cet optimisme, on n'est pas doté de la même façon. Donc, on n'est pas égaux face à la vie. Il y en a qui en sont plus dotés, d'autres moins. Euh, c'est ce qui a mené les généticiens sur des découvertes intéressantes qui leur permettent aussi de cibler les raisons pour lesquelles certaines personnes sont plus aptes Mm, à la dépression nerveuse, par exemple. tout Donc, à c'est fait. dans ce génome-là qu'il faut travailler. Donc, c'est extrêmement passionnant. Et c'est récent, hein, ça n'a qu'une dizaine d'années, cette découverte. Donc, en termes médicaux, c'est extrêmement jeune comme découverte. C'est très jeune et que je t'interromps un instant. C'est vrai qu'au niveau génétique, maintenant, c'est devenu très accessible. Je travaille avec ce genre d'évaluation au niveau alimentaire, au niveau entraînement, et on voit effectivement qu'on n'est pas tous égaux au niveau de la Non, digestion non plus, des non, graisses, des non. protéines, des lipides. J'ai même découvert qu'on avait un gène au niveau des capacités de danseur, et vraiment des gènes rigolos Ah oui, à ah oui. étudier, ou de la danse sucrée, c'est également génétique. Donc il y a des gens qui aujourd'hui doivent faire beaucoup plus attention à ce Ouais. qu'ils vont manger parce qu'il y a du sucre partout, parce qu'ils ont cette capacité-là à ressentir et à apprécier plus le sucre. Et donc l'optimisme et le risque de dépression, c'est aussi génétique. Mais Oui, effectivement, oui. quand on t'écoute, il y a cette capacité d'apprentissage. Là, tu m'as déjà anticipé sur plus tard le corps même de l'optimisme. Et Mais donc, avant ma que tu ne question, continues, je vais quand même terminer ma réponse parce bien que sûr, je tiens à aller jusqu'au bout de ma démonstration quand même, hein, excuse-moi, hein. non, non, c'est toi, Tu me poses une question, je vais la répondre jusqu'au bout. Donc, exactement. si effectivement la génétique démontre que je dois avoir une prédisposition à l'optimisme, il y a aussi mon environnement familial. Et c'est là où vient aussi d'autres études qui démontrent que notre environnement et notre éducation jouent également. J'avais une mère résolument optimiste. J'avais un père et une famille qui réglaient tout avec le rire et le sourire. C'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai le rire facile et que j'ai l'humour facile. On faisait des calembours, on faisait des contrepréteries, on riait tout le temps, on se racontait des blagues autour de la table. Donc, tout ça alimente l'optimisme également en termes éducationnels. Voilà, j'ai fini cette question, cette réponse. Tu peux parler, passer à la suivante. Ah non, 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 mais c'est très bien et c'est important, comme tu le dis, de pouvoir terminer quand on a une idée, qu'on puisse aller jusqu'au bout. C'est parce qu'ici, je voulais vraiment savoir si toi, au-delà, tu as déjà donné une partie de la réponse. Tu avais ce côté naturel, tu as eu l'environnement qui est aujourd'hui, on le sait, beaucoup plus important en termes Oui, d'épigénétique. L'environnement absolument, viendra absolument, stimuler ou pas un gène. Mais absolument. toi, dans ta carrière, est-ce qu'il y a une école de la vie qui t'a permis en particulier d'aller plus loin, parce que là, tu me parles de quelque chose qui était naturel, tu es un peu comme Obélix, tu es tombé dans la marmite. Oui. Mais est-ce que, au-delà de cela, il y a des événements qui t'ont poussé à être encore plus optimiste, comme un athlète Ce qui fait qu'un athlète va se surpasser, c'est qu'il connaît ses limites et qu'il essaye de les repousser un petit peu plus. Tout à Ce qui fait, sous-entend, et on en revient à l'introduction de notre entretien, c'est mieux tu te connais, mieux tu peux actionner sur les leviers sur lesquels tu peux agir. tu peux Et je agir. fais partie de ces gens parce qu'il y a des gens qui perdent un temps considérable à essayer de modifier ce qu'ils font mal Mhm. et ils oublient que ce qu'ils font bien sont justement les leviers de ce qu'ils peuvent faire mieux. C'est ça, Et moi, mon levier, c'est quels sont les domaines dans lesquels j'excelle, sur lesquels je peux actionner, qui fera de moi quelqu'un de meilleur, au lieu d'essayer de corriger ce que je ne sais pas faire, ce que je c'est ne ça. veux peut-être pas faire, ce que je ne veux peut-être même pas être. Et c'est aussi une perte de temps considérable, c'est d'essayer de changer. Moi, je dirais plutôt, essaye d'amplifier ce que tu as déjà d'excellent en toi, et cette amplification fera que tu changeras. C'est ça la différence. Mais tu le feras avec beaucoup plus de bonheur et de plaisir. Oui, clairement, clairement. Du coup, depuis, tu l'as dit, 15 ans, enfin plus de 15 ans, tu es Oui, conférencier maintenant, oui, avec oui, oui, tout à fait. le temps passe, bah oui, plus de 1000 conférences. Et pour toi, l'année 2020 correspond à une récompense, puisque tu as reçu la prestigieuse CSP aux US, Oscar de conférencier.
Mais pour beaucoup, 2020, ça correspond pas à un Oscar, ça correspond plutôt à une période plus difficile. C'est Oui, la pandémie, c'est oui, le stress. oui, Tu as déjà donné des clés, et je donnerai ces références, hein, parce que je pense que ta chaîne YouTube est une vraie marmite à pépites pour se merci. motiver. Euh, Comment tu as vécu cet événement entre le moment où tu l'as appris, parce que conférencier à l'époque, c'est pas conférencier derrière son écran, c'est en vrai, et c'est Ah oui, oui, d'ailleurs le plaisir du conférencier. Moi qui suis formateur, c'est vrai que depuis 3 ans, je le fais en ligne. C'est pas du tout la même chose de communiquer avec un public en ligne absolument. ou en présentiel. Comment toi tu l'as vécu en tant qu'optimiste professionnel? Je rappelle que tu es délégué des optimistes de France. Je ne savais pas que ça Délégué de existait. de la Ligue des optimistes de France, qui existe aussi en Belgique d'ailleurs, hein. La Ligue des Voilà. optimistes de Belgique existe également. Euh, euh, c'est pas parce que tu es optimiste que tu ne vis pas les mêmes émotions que tout le monde. Les optimistes sont sujets aux émotions, comme la colère, la déception, la tristesse, la sidération. Ça aussi, il faut l'accepter. Moi, c'est mon combat quelque part, c'est d'essayer de donner une image réaliste de l'optimisme que l'on caricature souvent et que l'on confond souvent avec sa caricature. Un optimiste, c'est pas quelqu'un qui est béat et qui sourit tout le temps dans la vie. Quand je les emmerde, ça me fait chier, comme tout le monde. Et quand j'ai des déceptions, ça m'emmerde, comme tout le monde. Quand j'ai des trahisons dans mes relations, ben ça me fait pleurer aussi. Et je reste 3 jours dans mon lit à chialer. Bon, ben, le quatrième jour, tu te relèves et tu dis bon, maintenant il faut te secouer. Et quand j'ai reçu effectivement cette nomination, pour ceux qui nous voient, parce que bon, si tu nous écoutes, tu ne vois pas, mais elle est là, juste ici, là, hein, c'est Voilà. ce que tu vois là derrière moi. C'est bien entendu une fierté et un accomplissement. Ça a été une frustration. Une frustration. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que tu reçois une sorte d'Oscar Oui. dans ton métier, donc il y a ce sentiment waouh, tu te punaise, un truc de dingue, un francophone qui a un prix américain décerné par les plus grands orateurs au monde, le pays de la prise de parole, les Américains, ils te donnent cet Oscar, c'est une consécration extraordinaire. Et j'ai envie de dire, je me suis senti un petit peu comme Jean Dujardin, Mhm. qui a reçu son Oscar à l'époque et qui, dans un élan d'enthousiasme, a crié en français dans le texte, putain que c'est bon. Ah, Mais c'est exactement ça, sauf que lui, il avait un public, il avait un pupitre, et moi, ma frustration, c'est de ne pas l'avoir reçu. Et ça fait partie de la cérémonie, c'est qu'on te le décerne une fois par an. Il y a une convention de conférenciers professionnels qui se rassemble aux États-Unis. C'est une convention où à peu près 1 millier, 1 500 personnes assistent par an, venues des 4 coins du monde, et recevoir ça devant 1 500 personnes, c'est un truc de malade, quoi. Tu ouais. vois. Et ma frustration, c'est de l'avoir reçu par la poste. Voilà. On a bien compris. Et voilà, les félicitations en visio, oui, c'est cool, on s'était organisé, on avait fait de la vidéo, c'est cool. En revanche, ce qui est extraordinaire avec l'état d'esprit américain, et c'est pour ça que j'y vais tous les ans, parce que j'adore cet état d'esprit résolument optimiste, c'est que l'année suivante, ou la première année dans laquelle on a pu refaire nos événements, j'y suis allé et spontanément, ils sont venus vers moi et m'ont dit, Michel, tu es là, on n'a pas pu te faire cet honneur sur scène, est-ce que tu veux bien passer avec la promo de 2022? Et en 2022, au Tennessee, ils m'ont fait passer sur scène, ils m'ont décerné la médaille du CSP devant mes pairs, et au final, ils ont réalisé ils ont réalisé ce qui avait causé ma frustration. J'ai pu avoir mon ovation, mes félicitations, porter ma médaille, vivre le cérémonial. C'est l'Amérique, quoi. C'est l'Amérique, c'est un vrai état d'esprit, hein. C'est vrai que Absolument, absolument. j'y ai vécu un an aussi. C'est vrai que c'est un. On peut trouver ça arrogant, parce que tu as fait une vidéo là-dessus d'ailleurs Oui, sur ta oui. chaîne, mais c'est une façon de voir les choses. Et Non seulement c'est une façon de voir les choses, mais moi, ce que j'aime, c'est comprendre les autres. Et c'est comme ça en psychologie aussi. Qu'est-ce que fait un psychologue? Il pose des questions sur ton passé pour comprendre d'où tu viens, pour comprendre ton fonctionnement. Que ce soit bon ou pas bon dans la psychanalyse, c'est pas ça le débat. La question, c'est si tu veux comprendre une civilisation, si tu veux comprendre une culture, approfondis son histoire. Moi, je suis un féru d'histoire, j'adore l'histoire. Je suis pas historien, mais j'aime ça. ok. Et j'aime particulièrement l'histoire en général. Et l'histoire des États-Unis m'intéresse. Comme beaucoup, les cow-boys m'ont intéressé, les pionniers m'ont intéressé.
Et le fait de comprendre comment s'est construit les États-Unis autour de cette volonté d'être libre, cette volonté aussi de la liberté au travers de la religion, te permet de mieux comprendre pourquoi Dieu est partout présent dans leur moindre discours. Tu veux comprendre une civilisation, apprends son histoire. Et Oui. je trouve ça super intéressant. Donc oui, les Américains, moi je les adore. Je connais aussi leurs travers. Tout n'est pas rose non plus, hein. Ils ont aussi, bien entendu, leur comportement qu'on peut critiquer et je le comprends. Mais globalement, y aller, c'est une bouffée d'oxygène dans l'optimisme. Pour pouvoir te nourrir chaque année Ah oui, ah oui, et absolument. t'inspirer. Mais du coup, si on revient sur ce moment où tu as appris justement ce qui se passait, parce que pour nous, une pandémie, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, il t'a fallu ces 3 jours, ces fameux 3 jours dont tu parles en conférence pour te dire, allez, OK, là, je vais trouver une solution. En tant que Même pas, conférencier, même non? pas. En fait, j'étais beaucoup plus vite parce que euh, j'ai eu comme tout le monde la sidération, mais je me suis mis une sorte de pression. T'as pas le temps d'être sidéré là. Là, il faut réagir. Au fond, comme beaucoup de secteurs d'activité, j'ai perdu tout mon chiffre d'affaires. Oui, Le secteur de l'événementiel s'est arrêté net. Et donc, je me suis dit, et ça c'est aussi un réflexe, c'est un réflexe personnel, mais c'est aussi un réflexe de conférencier. Le conférencier est constamment à l'affût de ce qui pourrait inspirer les autres. mhm, Et le conférencier est constamment à l'affût de ce qu'il pourrait vivre et qui pourrait servir aux autres. Et là, je me suis dit, Michel, voilà ce qui se passe, tu vas tout perdre. De toute façon, tu peux rien faire. Ça aussi, c'est accepter que accepté. accepter que tu ne peux rien faire. Ça aussi, c'est compliqué, mais il faut l'accepter. En revanche, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu peux encore faire? Et ça, c'est un conseil que je donne tout le temps en conférence et que j'applique dans ma propre vie. D'ailleurs, je ne conseille jamais rien que je n'applique pas moi-même. Ça, c'est important. C'est, écoute, Michel, tu as une communauté qui te suit, tu as des milliers de personnes qui te suivent sur différents réseaux sociaux. À l'époque, j'avais plus de 10 000 abonnés sur YouTube, j'avais 140 000 abonnés sur Facebook, etc., etc. Là, maintenant, c'est le moment de montrer que tu es vraiment optimiste parce qu'on est dans la merde. Ouais. Et c'est quand ça va mal qu'il faut justement faire appel à l'optimisme. C'est quand il pleut qu'on sort le parapluie. Tu sais, moi, les gens qui sont optimistes alors que tout va bien, ça me fait un peu Oui. sourire. Tu vois, c'est dans la difficulté que tu vois la vraie optimisme. Et là, je me suis dit, là, t'as pas le droit à l'erreur. C'est maintenant, tu dois être optimiste et montrer ce que ça veut dire. Et en fait, le soir même, quand président Macron a annoncé que nous étions confinés, le soir même, j'ai décidé que j'allais faire, puisqu'on n'avait rien d'autre à faire, que j'allais animer tous les soirs un live. J'allais faire du streaming et tous les soirs, j'allais rassembler des gens autour d'une rencontre, puisqu'on peut plus se rencontrer physiquement, eh bien, je vous invite à ce qu'on se rencontre en visio. Et donc, puisqu'on peut plus se rendre visite, j'allais rendre visite virtuellement chez des gens qui m'ont proposé d'aller chez eux. Donc, j'avais lancé un appel à l'époque qui veut participer à mon émission qui s'appelait le Talk Talk Show. Talk Oui. Talk, parce que Talk Talk comme Talk Talk à la porte, Talk Talk comme le talk show. Et j'allais tous les soirs visiter 2 à 3 personnes. Voilà, montre-moi ta maison, qu'est-ce que tu fais? Et tous Génial. les soirs, de 10 heures à minuit, parfois même 1 heure du matin, parce qu'il n'y avait pas d'heure de fin, pendant au minimum 2 à 3 heures, j'ai animé pendant plus de 2 mois une émission quotidienne à partir de 22 heures. Pourquoi 22 heures? Bah, tout simplement parce que mon fils devait dormir. J'avais un fils et il fallait qu'il soit au lit. Et 22 heures, j'étais Exactement. sûr qu'il dormait. Donc, Voilà. Donc c'est aussi un réflexe. Dans la difficulté, j'ai conscience que je suis optimiste. J'ai aussi conscience que je suis quelqu'un de suivi. Euh, et j'ai un sens aigu de la responsabilité et de l'exemple. Pour moi, un conférencier qui ne montre pas ce qu'il fait et ce qu'il dit et se discrédite. Pour moi, un cordonnier mal chaussé, je n'y vais pas. oui. Je n'aime pas du tout cet adage que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ben moi, je ne fais pas confiance à ce cordonnier-là, tu vois. Oui, clairement, clairement. Et c'est une belle transition avec ma question suivante, c'est de savoir si tu te considères comme un virtuose de l'optimisme. Et je m'explique parce que, tu vois, la musique, elle est bonne pour tout le monde. Ouais. Maintenant, si je me mets à la... J'ai testé la guitare, j'ai testé le saxophone, je suis un très mauvais musicien. Mais bon, on peut très bien être musicien du dimanche et profiter de la musique. On Absolument. n'est pas obligé Absolument. d'être un virtuose pour faire Absolument. des concerts. En sport, c'est la même chose. Tu peux très bien Absolument. profiter d'un petit footing sans t'inscrire aux Jeux Olympiques. Du coup, Absolument. quand on t'entend, si on dit c'est ça l'optimisme, mais j'y arriverai jamais, j'arriverai pas en 24 heures me lever et trouver une solution. Donc, est-ce que tu te considères comme un virtuose de l'optimisme et est-ce qu'on peut euh, profiter
de l'optimisme à différents degrés, sans se mettre la pression comme waouh, ce que Michel fait, ce sont des super pouvoirs. Tu en parles dans une de tes vidéos, j'y arriverai jamais. Je suis comme ça, je suis dépressif. C'est trop dur en fait. Hmm. Effectivement, c'est dur. Et la vie est dure, la vie est injuste, et le monde est dégueulasse. Ça, c'est un constat. Et maintenant, je tiens à te rassurer, tu viens de trouver la question qu'on ne m'a jamais posée. On ne m'a jamais posé ça comme cela. Est-ce que tu es un virtuose de l'optimisme? Bravo, David. C'est la question qu'on ne m'a jamais posée. Avec toute, encore une fois, je voulais donner l'exemple du violoniste parce qu'en toute humilité, parce Oui, qu'on ne peut pas se comparer à un violoniste, mais on peut se violoniste, mettre au violon sans pour ça bien sûr. vouloir devenir comme lui. Quand tu es un amateur de musique, tu entends la personne qui incarne ce qu'il joue et la personne qui la joue techniquement parfaitement. Eh ben, celui qui l'incarne sera toujours beaucoup plus beau. Oui, et tu as l'impression qu'il a facile. Ah oui, ça c'est clair. Mais derrière, il y a du travail. Je ne me suis jamais considéré comme virtuose de l'optimisme. C'est vraiment très intéressant ce que tu me dis parce que tu me pousses à chercher une réponse que je n'ai jamais donnée. Et euh, si d'autres le disent, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours autour de moi des gens qui sont plus admirables que moi. Tu vois, Mhm. je pense que c'est peut-être aussi l'excès d'optimisme. J'ai plutôt tendance, et ça c'est aussi la spécificité de l'optimisme, c'est qu'on a tendance à minimiser les difficultés. On ne les, on ne les, on n'est pas dans le déni, hein. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais on les minimise pour maximaliser l'issue heureuse. J'estime qu'il y a toujours des gens qui vivent des trucs plus épouvantables que moi, tu vois. J'estime qu'il y a des gens qui sont peut-être encore plus virtuoses que moi dans l'épreuve. Tu sais, moi, quand je regarde, je te disais tout à l'heure que j'adore l'histoire, je me nourris beaucoup de documentaires et j'aime beaucoup les documentaires d'histoire. Et j'aime particulièrement aussi les histoires des guerres pour comprendre comment les gens peuvent Mhm. arriver à s'entretuer comme ça. Euh, quand tu regardes ce qui s'est passé pendant la première et certainement dans la deuxième guerre mondiale, comment on peut arriver à faire vivre à des gens, à traiter des gens comme moins que des animaux, à les tuer pour des idées, à les tuer pour une religion, à les tuer pour une couleur de peau. Enfin, c'est un truc inimaginable. Et je me dis, mais ces gens-là ont vécu des trucs épouvantables dans des camps, par exemple. Et là, je me dis, mais si toi, tu étais là, tu ferais quoi? Tu Mhm. vois? Et là, je me dis, bah, j'en sais rien. Je C'est sais clair. pas. C'est, et tu vois, je te dis ça avec beaucoup d'émotion parce que ça m'émeut toujours. Et Mhm. il y a un film qui me touche particulièrement, ça fait partie d'un de mes films préférés. C'est un film de Roberto Benigni, La vie est belle. La vie est belle. Ah oui, tout à fait. Ce film est extraordinaire parce que s'il y a bien un virtuose de l'optimisme, c'est bien ce comédien dans ce film où, pour préserver son enfant de 5 ans, il fait croire que tout ce qui se passe autour de lui, qui est pourtant épouvantable, n'est qu'un Épouvantable. jeu. C'est un jeu. Et ce gamin qui se fait libérer par l'armée américaine parce qu'il s'est caché dans un tonneau alors qu'il a entendu les coups de feu sur lesquels son père a succombé, est le seul dans ce camp. Et pour lui, il était convaincu que c'était un jeu. Je te le dis avec les poils Oui, parce que moi aussi. pour moi, ça, c'est le virtuose de l'optimisme, tu vois. Euh, je sais pas jusqu'où on peut aller. Je sais pas, j'en sais rien. Euh, Moi, ce que je sais, c'est que c'est mon mode de fonctionnement. Je me considère pas personnellement comme un virtuose. Moi, ce que je sais, c'est que je trouve qu'il y a toujours des plus grands virtuoses que moi. Et ça m'inspire. Ça peut t'inspirer effectivement à grandir, mais tu peux aussi inspirer d'autres pour pouvoir justement progresser. Et je vais revenir sur un cas pratique justement, parce que là, tu nous parles des situations extrêmes. Il ne faut pas spécialement minimiser ce que l'on vit au quotidien pour dire, ben voilà, moi je n'ai pas vécu autant et j'y arrive pas, donc je n'en suis Bien pas sûr, capable. on est Parce que d'accord. Bien sûr, bien entendu. tu as fait une vidéo en juillet dernier, assez touchante, avec ta compagne, en disant que vous alliez vous séparer. Et du coup, Oui, ça m'a fait penser, parce que pour moi, ça, c'est effectivement de la virtuosité, de l'optimisme, parce qu'il y a combien de couples, de familles qui se séparent dans oui, la douleur, oui. dans la violence. Et ça m'a fait penser à une citation de Eckhart Tolle, que tu connais, Hmm. le pouvoir du moment présent, parce que j'ai lu cette phrase à un moment très très douloureux de ma vie et il dit, lorsqu'on perd un être cher, on ne peut pas être heureux, mais on peut être en paix. Larmes et tristesse seront là, mais si vous renoncez à la résistance, vous ressentirez sous la tristesse une profonde sérénité.
Est-ce que c'est ça que tu as pu ressentir à ce moment-là, un événement privé, mais tu l'as partagé parce que tu es un homme public? Est-ce que, pour moi, c'est une partie de cette virtuosité, l'optimisme? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ton analyse est plutôt bonne. Elle fait écho à mon mode de fonctionnement. C'est que face à l'adversité, quand j'ai un choix, c'est-à-dire que effectivement, il y a des situations où on ne peut pas être heureux. Hein, ça aussi, il faut rester réaliste et je suis très lucide par rapport à ça. Je pense que l'optimisme est aussi une capacité à faire preuve de lucidité. Il y a des moments dans la vie malheureux, des moments qui te rendent triste et des moments qui te rendront triste toute ta vie. Voilà, tu peux regretter ou des gens peuvent te manquer toute ta vie aussi. Tu ne peux rien y changer. En revanche, la notion de paix est pour moi quelque chose qui pèse encore plus dans la balance. Pour moi, Mm. la paix est une forme de bonheur, de choisir la paix. Face à l'adversité, face au conflit, qu'est-ce que je choisis? Et ça m'aide à prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou pas, ça, c'est subjectif. Ça m'aide à prendre des décisions. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Le conflit ou la paix? Alors, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre de côté, tu ne dois pas te respecter, tu dois te dénigrer. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, tout en te respectant, quelles sont les décisions qui vont te mettre en paix? Face, par exemple, à des conflits financiers. Ouais, tu vas perdre des centaines de milliers d'euros. Ouais, et tu risques de le payer pendant des années. Ouais, et tu risques même d'entretenir de l'amertume pendant très très longtemps. Effectivement, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? La paix. Et le fait de choisir la paix te permet de prendre des décisions, parfois même de dire, je lâche ces 100 000 euros et je préfère de choisir la paix. Je préfère me lever le matin et de me dire qu'au fond, ces 100 000 euros, je les referai. Je les referai. Mais ma paix, je ne pourrai pas la refaire. Mon bonheur, je ne pourrai pas le refaire. Et ça aussi, c'est un principe que j'ai appris de nos amis américains. C'est juste pour t'illustrer ça, pour te donner la puissance de la paix avant d'essayer d'atteindre le bonheur. Euh, c'est quelque chose qui m'a été rappelé récemment par un juge américain. L'anecdote est assez. D'ailleurs, elle fait l'objet d'une de mes vidéos. Une de tes Euh, vidéos, oui. j'ai fait un excès de vitesse aux États-Unis. Hein, pas bien, d'accord, bah, méchant Michel. Bah, forcément, quand tu loues une Ford Mustang, bah, sur l'autoroute, ça va assez vite. Et quand plusieurs voitures sportives américaines te précèdent, bah, tu fais le lièvre, tu les suis. On connaît tous l'histoire. Et puis, tu comprends pas pourquoi tout le monde freine. Et toi, t'es l'imbécile qui te fait, comme dans un film, tu vois les gyrophares arriver très très vite, qui te fait mettre sur le bas-côté et on te demande de comparaître devant un juge parce que tu as fait un gros excès de vitesse. Euh, et pour rendre l'histoire plus courte, c'est qu'à un moment donné, ben, je dois payer une amende. Et l'amende est assez conséquente, bien entendu. Et je fais waouh, ouf, ah, ça pique. Waouh. Et puis le juge me regarde avec un grand sourire. Vous savez, monsieur, face à la vie, vous avez deux choix. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais l'argent, vous pouvez en refaire quand vous voulez. En revanche, la vie, vous n'en avez qu'une. Vous pourrez refaire cet argent quand vous voulez. Là, vous le perdez, mais vous n'avez qu'à mettre en marche suffisamment d'actions qui vous permettent de le récupérer. L'argent, contrairement à tout le reste dans la vie, est quelque chose que vous pouvez récupérer. Bah, du coup, j'ai presque souri, j'ai presque dit merci, monsieur le juge. Tu es tombé sur un juge philosophe, quoi. Ah oui, 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 oui. Mais voilà, donc c'était OK, ben alors j'ai payé l'amende. Bon, j'avais pas le choix, mais je l'ai payé avec l'idée, mais au fond, oui, il m'a rappelé un truc essentiel, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut refaire. Et t'as pas d'argent aujourd'hui, ben, tu peux tout mettre en œuvre pour en avoir demain. Je trouvais ça intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça à nouveau un regard optimiste. Ça, c'est une petite digression dans la réponse, mais je trouvais intéressante à la donner. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, si on redéfinit un petit peu, parce qu'on parle depuis une petite demi-heure de l'optimisme, mais tu dis dans une de tes vidéos, Optimus, ça vient, Du la latin? traduction, c'est le meilleur. Donc, c'est Oui, trouver finalement un nouveau regard sur une situation, ce que ce juge finalement t'a permis d'avoir. Tu absolument. étais sous l'émotion parce que on n'imagine pas, mais il t'a dit, tiens, regarde, il y a un autre regard à avoir sur cette situation-là. C'est ça. L'argent, tu le perds, mais c'est temporaire, tu peux en regagner autrement. C'est ça exactement. C'est aller chercher le meilleur. Quel est le meilleur que tu vis dans la situation? Quel est Donc, le meilleur que tu as en toi? Quel est le meilleur de ton environnement? Quel est le meilleur du pire?
Ça aussi, c'est contre-intuitif comme question. C'est ça. Mais c'est là où tu vas vivifier et stimuler ton cerveau à trouver les réponses qui vont répondre à cette question. Et en fait, tout réside dans la qualité des questions que tu te poses. Si tu te dis pourquoi moi, déjà ton cerveau va jamais trouver la réponse. Déjà, c'est tout le monde, donc ça arrive à tout le monde. Maintenant, c'est comment moi. C'est pas la même question. Comment moi, je peux transformer ce qui m'arrive. Je peux transformer ce pépin en pépite. Exactement. Et ça, tu le répètes dans toutes tes conférences et dans Oui, beaucoup de vidéos. Et tu m'as déjà répondu, parce que je savais hein, que ce serait un challenge de t'avoir en interview, parce que tout à l'heure, tu as répondu à cette question-là. Mais est-ce que l'optimisme est contagieux? Parce que, d'ailleurs, j'ai voulu citer ce scientifique-là, mais tu l'as déjà cité dans un de tes articles, c'est professeur Nicolas Christakis, qui est sociologue, professeur et médecin à l'université de Yale. Et moi, j'ai oui, énormément adoré ce qu'il a écrit, parce qu'on oui, l'a vraiment vécu durant la pandémie. Lui, ce qu'il dit, c'est oui, qu'on a une influence sur les amis des amis de nos amis. Et que oui, tout ce que l'on fait a une influence vraiment à deux générations oui. d'amitié. Et on l'a senti dans la pandémie. Les gens étaient stressés, du coup, ça stressait finalement tout le monde et on sentait, on pouvait palper ce qu'il lui appelle le pulse social. Est-ce que, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand Michel y croit, il y croit pour 10, donc on va y aller, mais tu confirmes que l'optimisme, tu as pu le vivre avec d'autres personnes, c'est contagieux? Bien sûr, si je n'y croyais pas, je ne serais pas conférencier. Si ce que je dis n'est pas contagieux et ne provoquerait pas des prises de conscience, je ne ferais pas ce métier. En revanche, je tiens quand même à faire un petit aparté. Euh, je pense, comme le bonheur donne envie, le bonheur peut encourager les autres à essayer de l'avoir, mais si tu ne fais pas ce qui est en ton pouvoir pour y arriver, ça ne change rien chez personne. Au fond, ça peut donner envie, ça peut éveiller, ça peut même peut-être provoquer des jalousies pour ceux qui ont du mal à y arriver. Euh, je n'ai pas la prétention de changer les gens, mais j'ai la prétention de leur donner envie de se changer eux-mêmes. Ça, Donc oui, c'est contagieux, quelque part. parce que tu l'as dit, c'est un processus, il faut continuellement se poser des questions. Il y en a qui l'ont naturellement, hein, selon Oui. la taille De, du de la jeune, tienne, hein, ouais, évidemment. du gène. Mais ma question, c'est de se dire, OK, à force d'être, j'allais dire contagieux, à force d'être optimiste, est-ce que sans même leur dire, ah, tu sais, c'est ce qu'il faut faire, mais le fait d'être, parce que c'est un peu, Parce que c'est un comportement, parce que c'est oui, devenu à un moment donné un automatisme. Tu vois, c'est devenu un mode de vie. Je ne réfléchis même pas, je ne sais même pas que je fais quelque chose d'optimiste. C'est devenu un automatisme, un comportement. Et ce comportement, eh bien, peut donner envie, comme peut parfois frustrer même les autres. Hein. Oh Michel, ça suffit maintenant, hein, et c'est bon maintenant. Et voilà la vérité en face, on est dans la merde. Oui, on est dans la merde, mais justement, c'est parce qu'on est dans la merde qu'on peut peut-être, tu vois. parce que justement, est-ce que tu as dans ta carrière quelqu'un que tu aurais pu avec lequel tu aurais pu partager ton optimisme, mais que tu ne lui as pas donné de conférence, tu vois, quelqu'un qui a profité de ton optimisme sans avoir été t'écouter. Ça, il faut que tu le demandes à tous ceux qui me fréquentent. Voilà. Et je pense que en toute objectivité, il y a pas de, il y a pas de prétention et de démagogie avec ça. Je pense que les gens en général, quand ils me fréquentent, quelque part, profitent de cet optimisme. Et quand j'entends effectivement ce qu'on dit de moi et de ce qu'on dit de ce que je fais, parce que j'ai beaucoup de projets, voilà, je suis dans mon comportement, j'ai une façon très naturelle d'être fédérateur. Et l'optimisme est développe le charisme, développe l'envie de faire partie du projet. C'est fédérateur. Beaucoup de gens me disent, punaise, ton énergie de dingue m'a permis de. Voilà, ce que tu as mis en place me permet aujourd'hui de. Oui, Oui, ce serait être dans le déni et être un faux modeste que de dire non. Oui, oui, les gens qui me fréquentent, que ce soit professionnellement, dans la vie privée, en tant qu'ami ou famille, euh, ont une influence de mon énergie, c'est clair. tout à fait. Et ça confirme une citation, en tout cas, ce que j'avais appris de Philippe Folsom. Et je te partagerai cette référence parce que c'est un anthropologue qui est vraiment très, très intéressant. Il est aussi conférencier américain. Et il parlait justement des archétypes et il disait, tiens, si vous n'êtes pas sportif, mais passez du temps avec quelqu'un chez qui c'est naturel parce que vous allez pouvoir justement être inspiré et il va être un peu
Le moteur, bien sûr que tu dois faire l'effort quand tu dois faire du sport, mais être en contact avec des gens chez qui c'est facile, ça va t'aider. Et là, tu me confirmes qu'effectivement, l'optimisme, c'est la même chose. Donc, allons chercher, et c'est ce que tu as dit, tu choisis tes relations, tu choisis les gens qui vont te porter vers l'avant. Ah oui, oui, et aujourd'hui, j'ai arrêté de travailler avec des gens qui m'ennuient, j'ai arrêté de travailler avec des gens toxiques, j'ai arrêté de travailler avec des gens négatifs. J'ai plus envie de m'ennuyer, tu vois. C'est peut-être l'avantage de l'âge, tu me diras, mais il m'arrive régulièrement de dire à des gens que je ne réitère pas ou que je ne continue pas notre collaboration parce que j'ai besoin d'avoir cette énergie positive, tu vois. C'est C'est, clair. euh, Aujourd'hui, les compétences, on les trouve un peu partout. Et ça fait partie aussi de mon mode de fonctionnement, je veux prendre du plaisir dans ce que je fais. Oui, et là tu confirmes parce que mon intention de partager ton travail, ton optimisme, ta bonne humeur avec la communauté en termes de santé, parce que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, on sait qu'il y a des aliments qui ne sont pas bons. On ne va pas les prendre parce Absolument. qu'ils sont sur la table. S'il y Oui, a un truc qui ne me plaît pas, je ne vais pas le prendre. Et c'est la même chose oui, avec les relations. Et c'est pas c'est pareil, c'est pareil. être arrogant de dire cela. Comme Non, tu non, le c'est dis, pareil. C'est juste, je pense que c'est sain. Au même titre que tu n'ouvrirais pas ta porte à n'importe qui. Si demain, tu as quelqu'un qui ne fera pas ta porte et tu n'as pas envie qu'il rentre, il rentre pas, point. Je pense qu'il faut pouvoir l'accepter, ça. Il faut sortir un petit peu de nos schémas judéo-chrétiens qui c'est font ça. que tu dois accepter tout, dire bonjour à tout, excuser tout le monde. Non, et à un moment donné, ça suffit. En voyant où ça nous a amené aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a de plus en plus conscience de nos modes de fonctionnement et il faut en profiter. Euh, mais oui, oui, c'est super important de choisir ses relations, de choisir avec qui on travaille, euh, d'arrêter peut-être même de travailler avec certains qui vous pompent tout ce que vous avez. Mm. Euh, c'est un choix. Et c'est un choix, mais comme tu l'as dit plus tôt dans l'interview, c'est quelque chose que tu peux faire de manière proactive. Il ne faut pas être passif face à la vie. Si tu sais que tu as tendance à ne pas être optimiste, cherche des gens qui sont optimistes et qui vont te tirer, parce que ça va pas, ils vont pas toquer à ta porte en disant bonjour, je m'appelle Michel, je suis optimiste. Tu aurais besoin d'une petite dose d'optimisme aujourd'hui. Ouais, c'est le principe qu'on voit depuis très très longtemps dans la PNL qui te dit si tu veux devenir un champion, observe les champions et fréquente les champions. D'ailleurs, n'importe quel champion, dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel secteur d'activité professionnelle, que ce soit un humoriste te dira toujours qu'il a eu un humoriste préféré Oui, et qu'il a commencé à apprendre ses sketchs par cœur, à les reproduire ouais, pour ensuite trouver son identité. Un golfeur te dira qu'il a suivi plutôt ce golfeur-là. Un tennisman te dira toujours qu'il a suivi un Federer et te dira, punaise, je veux devenir le Federer pour ensuite. Voilà. Et ça fait partie de notre mode de fonctionnement humain. On a toujours besoin d'exemples. Et si tu veux atteindre un objectif, ben, nourris-toi de ceux qui connaissent le chemin. Tu c'est vois. ça. Ça, Mais c'est pour ça, il aussi faut. un adage que j'utilise beaucoup, c'est nourris-toi par ceux qui ont traversé le chemin. Mais ça t'aide aussi, il y a un double effet qui se coule. Ça t'aide aussi face à la critique. Est-ce que les gens qui te critiquent sont des gens qui ont connu le chemin? Et depuis de nombreuses années, j'ai compris un principe, c'est que, et ça m'a, parce que j'étais, comme tout le monde, très sensible à la critique, voire même certaines critiques m'ont parfois même profondément blessé. À l'époque, quand j'ai commencé, il y a très longtemps, sur les réseaux sociaux, ben, quand les premiers haters sont arrivés, ça me touchait profondément. Bien Je me dis, sûr. punaise, je suis qu'une merde finalement, tu vois. Et très vite, j'ai compris que ceux qui te critiquent sont ceux qui en font 10 à 100 fois moins que toi. Et donc, pour moi, ça n'a plus de valeur. Donc, la critique de quelqu'un qui sait pas ce que tu vis, je m'en tape. Et ça m'aide à surmonter la critique. C'est une vision rationnelle, je trouve, d'appréhender. C'est même pas optimiste, c'est rationnel. Observe un peu le nombre de critiques qu'on te donne et va chercher dans ces détracteurs que tu as. Regarde s'ils connaissent ton métier, regarde s'ils font ce que tu fais, Mm. regarde s'ils connaissent le chemin. S'ils le connaissent, ok, ça peut avoir de la valeur. Mais 9 fois sur 10, ils n'ont même pas notion du dixième de ce que tu fais et ils se permettent de te critiquer. Allez, allez, allez. Allez, la porte, elle est là-bas. Ciao, à bientôt. Mais ça illustre très très bien le sens de l'optimisme qui est d'avoir un autre regard sur les choses. Et ça me rappelle mon mentor Paul Check, aussi un Américain, qui disait si tu n'es pas critiqué, c'est que tu ne fais pas ton travail suffisamment bien. C'est que Oui, tu passes. et aujourd'hui, il y a même Tony Parker qui a reçu, qui a été primé aux États-Unis, qui a même dit dans son discours, qui est devenu même une citation pour lui parce que c'en est une, si tu n'es pas critiqué, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Mm. Je trouve ça génial. Tu vois, un autre aspect. Voilà, si tu n'es pas critiqué, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. C'est un autre regard et Oui, ce qui est important, c'est ce que tu as dit dès le départ, c'est qu'il faut se connaître, il faut savoir de quoi on a besoin pour pouvoir avancer.
tout Et à fait. justement, est-ce que, ça c'est une autre question en parallèle, mais est-ce que c'est fatigant d'être optimiste? Encore une question qu'on m'a jamais posée. Tu vois, David, hein, t'as vu, c'est la deuxième quand même, hein. Est-ce Allez. que c'est Alors, on peut même poser la question, est-ce que tu t'auto-fatigues tout seul? Non, parce que je kiffe mon mode de vie, parce que je suis en paix avec ça. Oui, quand j'avais 30, 35 ans, je pouvais m'auto-fatiguer, mais j'avais pas compris comment je fonctionnais. Aujourd'hui, je suis très en paix avec ce que je suis. Euh, En revanche, ce qui peut être fatigant, c'est que ça me met parfois dans des situations dans lesquelles je me fais violemment retoquer ou critiquer. Mm, Et bien entendu, je parlais tout juste de la critique, mais quand je parle de critiquer, c'est de remettre en question tout ce que je peux faire. Tu vois, c'est ce genre de critique-là que je peux émettre, mais des critiques. Alors, les critiques qui peuvent me toucher sont des critiques de proches, tu vois. mm, Donc, ce qui peut me fatiguer, c'est que je fais partie de ces gens qui préfèrent me tromper plutôt que d'avoir des regrets. mm, Et au même titre, je préfère me tromper sur une personne plutôt que d'être dans l'aigreur. Je m'explique. C'est que je suis quelqu'un euh, qui a plutôt tendance à donner sa confiance facilement. Certains vont se reconnaître peut-être dans ce comportement. Euh, et ce comportement m'a valu des, euh, des situations douloureuses de trahison. mm, C'est-à-dire que tu t'entoures de gens qui vont prendre ce qu'ils ont à prendre, et une fois qu'ils ont pris ce qu'ils ont à prendre, ils se barrent. Pire encore, certains même se retournent contre toi, et tu te demandes, mais pourquoi ils s'acharnent contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai tout donné, objectivement, et ils s'acharnent contre moi, mais c'est, voilà. Euh, et donc, je me suis posé la question, est-ce que je dois continuer à être comme je suis, ou est-ce que je dois maintenant prendre du recul et me dire, merde, t'arrêtes. T'arrêtes parce que ça te fait du mal. Et au fond, t'as beau être optimiste, mais j'aime pas avoir mal. J'aime pas avoir mal, j'aime pas me tromper, je déteste ce sentiment de frustration, je déteste ce sentiment d'injustice. Et, euh, et je me suis rendu compte que de raisonner comme ça faisait de moi quelqu'un d'aigri et j'en perdais mon optimisme. oui. Et je me suis dit, dans ma réflexion personnelle, c'est je préfère être sur mon lit de mort sans regret que Mm. d'être sur mon lit de mort et d'avoir le regret de ne pas avoir fait ou de m'être trompé. Et ça, c'est un vrai moteur dans ma vie. C'est le fait de ne pas avoir c'est la peur d'avoir des regrets fait que, tant pis, je vais me tromper. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai écrit un livre pour réussir, oser échouer. Eh ben, je vais me tromper. Je me tromperai encore. Je le sais. On me trahira encore. Je le sais. Mais je veux pas me trahir moi. Et je suis en paix avec ce que je suis. Tant pis, et je donne, et ça me permet de prendre du recul, de prendre la distance, de prendre ça avec beaucoup plus de philosophie. Mais je refuse d'être aigri, je refuse de Mm. ne plus être optimiste euh, pour des raisons X ou Y de gens qui aujourd'hui me trahissent, mentent à mon sujet ou voilà, s'acharnent contre moi pour des raisons X ou Y, peu importe. Et même qu'ils aient raison ou pas, peu importe, je continuerai à être ce que je suis. Et tant pis. Et je me casserai encore la gueule, ok, c'est clair, mais je le referai encore. Ça, parce que ça fait partie de l'expérience et ce que tu dis est vraiment très très important parce que ça veut dire que au plus on se connaît, au plus on peut prendre du recul par rapport à tout cela et qu'on n'est pas des machines. On a des hauts et des Non, bas et il y a des moments où il faut un peu absolument. voilà, souffler, se repositionner, dire voilà, est-ce que je vais dans la direction qui me correspond? Est-ce qu'effectivement, sur mon lit de mort, je serais Absolument. fier de ce que j'ai fait? Puis on fait ce qu'on mieux, on fait Et ce qu'on peut. j'ai beau être optimiste, mais même quand tu es optimiste, t'es sous l'emprise des doutes. J'ai beaucoup Bien de sûr. doutes, j'ai beaucoup de projets, mais à chaque fois que je lance un projet, j'ai beau être optimiste, j'ai beau y croire, mais j'ai des doutes. Je veux dire, quand tu organises un événement dans lequel tu t'attends à avoir plusieurs centaines de personnes, est-ce qu'elles vont venir? Est-ce qu'elles vont payer? Est-ce qu'elles vont être là? Il y a un investissement. Donc, à nouveau, l'optimisme, c'est aussi être rationnel. Voilà, c'est avoir les deux pieds sur terre, mais c'est de choisir d'avancer malgré les difficultés. Est-ce que justement, dans une période de doute, tu aurais un déclencheur en particulier? Tu vois, moi personnellement, je sais que si je vais moins bien, je vais faire du sport, ça va me donner de l'énergie, puisque ça va me permettre de passer à l'action et de voir les choses différemment. Il y a un moment où j'écoutais beaucoup de speech motivationnels justement, parce que ça me mettait dans quelqu'un qui était optimiste, puis ça me permettait d'être créatif. Toi, est-ce que tu as des déclencheurs en particulier qui te permettent de, quand tu as un doute, d'avoir, c'est la musique, Oui, non. Alors, j'adore la musique, hein, mais non, non, non. Je reviens à ce que je t'ai dit précédemment. C'est la peur de regretter de ne pas l'avoir fait. Donc c'est Et vraiment intrinsèque. ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de... Je préfère me tromper que d'avoir le regret de ne pas avoir essayé.
C'est vraiment mon mode de fonctionnement. Et oui, je sais que je peux me casser la figure et je sais que je peux perdre peut-être même beaucoup d'argent. Ça m'emmerderait profondément, bien entendu. Ça me mettrait dans une situation inconfortable, bien entendu. Mais en termes d'inconfortable, ce serait pour moi émotionnellement plus inconfortable de regretter de ne pas l'avoir fait que de l'avoir fait et d'avoir loupé. Tu vois ce que je veux dire? Je Parce vois. qu'en marge de ça, parce que aussi c'est le recul que j'ai, le recul de ma vie. Quand tu arrives à un certain âge, alors j'ai pas 80 ans, j'ai que 54 ans, tu vois, c'est, voilà, j'espère encore en avoir 40 devant moi, j'espère. Mais euh, au fond, tout ce que j'ai vécu de sensationnel dans ma vie, je l'ai vécu parce que je l'ai fait. Mm. Et tout ce que j'ai foiré dans ma vie, ben, j'ai foiré parce que j'ai osé prendre des décisions, mais elles m'ont permis aussi de vivre tout le sensationnel à côté. Et au fond, si je n'avais pas réagi comme ça, j'aurais pas vécu la moitié des choses sensationnelles que j'ai vécues. Et j'aurais pas 440 vidéos sur ma chaîne YouTube, mais j'en aurais peut-être que 20. Tu vois? Et dans ces 440 vidéos sur cette chaîne-là, parce qu'il y a d'autres chaînes, hein, il y a encore d'autres chaînes, donc il y en a plus. Sur ces 440 vidéos-là, il y en a, c'est de la merde. Mais tant pis, mais j'en ai fait. Et il y en a Qui t'a qui sont permis, bonnes. t'a permis d'apprendre, de connaître un peu justement Mais comment bien les gens sûr, réagissent. bien sûr. Et on va terminer ici parce que j'apprécie énormément le temps et l'énergie et tout ce que tu nous as partagé. Je suis content d'avoir trouvé des petites pépites pour pouvoir avoir de nouvelles informations de ton expérience. En général, je demande à l'invité de donner trois conseils qui pourraient aider justement ceux qui nous écoutent à mettre en pratique. Euh, Peut-être la première question en lien avec ce que tu viens de dire, si on n'a pas cette capacité de motivation intrinsèque, est-ce que en ayant travaillé avec des gens, puisque tu coaches également, en ayant permis à d'autres personnes de pouvoir trouver les leviers, est-ce que de manière générale, tu aurais euh, oui, des déclencheurs externes qui pourraient, chez moi c'est le sport ou c'est une conférence motivationnelle, mais est-ce qu'il y a d'autres déclencheurs qui pourraient, Bien comme ça, sûr. par expérience, aider les Bien gens sûr. à... Bien sûr, tu parlais tout à l'heure d'alimentation. C'est ton domaine d'expertise et l'esprit fonctionne comme l'alimentation. Si tu sais que certains aliments sont mauvais pour ta santé, si tu es un peu sage et intelligent, si tu veux un peu vivre plus longtemps, tu vas éviter de manger ce qui pourrait nuire à ta santé et à ton intégrité physique. L'esprit fonctionne exactement la même façon, sauf qu'on n'a pas appris à Mm. nourrir notre esprit comme on nourrit notre corps. Donc Oui, déjà, on n'a pas appris à nourrir notre corps. Hein. c'est C'est ce qui clair. fait justement le succès des professionnels comme toi. Et heureusement que vous êtes là. Euh, mais on n'a pas appris à nourrir notre esprit. Euh, Quand on va mal, en général, on tombe dans un travers qui est totalement naturel. Hein. Et voilà, c'est naturel, c'est humain. Il faut pas culpabiliser pour ça. Mais quand on va mal, on a plutôt tendance à aller chercher ce qui va encore moins bien. Mm. Et on rentre dans une spirale où on est en train d'alimenter le cerveau. Et là, le cerveau est au centre de ce changement. C'est qu'on on pense souvent on pense souvent que les solutions se trouvent dans des idées plutôt mystiques, ésotériques. C'est peut-être des choses qui sont de l'univers. On aime bien croire en des choses. L'homme a besoin de croire en des choses. Mais au fond, aujourd'hui, les connaissances que nous avons sur le cerveau et le mode de fonctionnement psychologique, sur les sciences cognitives, on a suffisamment de réponses aujourd'hui pour comprendre que le cerveau est très sensible à ce que tu lui donnes comme nourriture. Mm. Le premier conseil que je donne à des gens qui vont mal, c'est d'arrêter de regarder les actualités. Voilà, Ouais. éteins BFM télé, éteins CNews et commence à nourrir ton esprit par ce qui va bien autour de toi. C'est exactement pareil qu'on a vécu pendant le Covid que tu mentionnais tout à l'heure. Ceux qui allaient mal sont ceux qui entretenaient ce malaise en disant, punaise, je ne peux pas Clairement. sortir. Et en fait, ils mettaient l'accent sur tout ce qu'ils ne pouvaient plus faire. Et donc, forcément, ton cerveau, lui, il va fonctionner comme une tête chercheuse. Il va chercher tout ce qui marche plus. Et donc, Confirme. ouais, ça va mal. En revanche, moi, ce que j'ai fait le premier soir, quand Macron, le président Macron a fait son discours, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire pour apporter des solutions? Et le cerveau, lui, il fonctionne comme un ordinateur. Hein. C'est des 1 et des 0. C'est oui, non, c'est très binaire, hein, le cerveau. Quand je fais abstraction des émotions, je vulgarise là, bien entendu. Hein. Mais si tu nourris ton cerveau d'informations positives, ton cerveau va trouver des réponses positives. Si tu nourris ton cerveau par des questions qui pourront te trouver des solutions, ton cerveau va trouver les solutions. Donc, se nourrir d'informations positives, s'entourer de gens positifs, s'entourer de gens
inspirants qui, dans la même situation que toi, s'en sont sortis. Comment ils s'en sont sortis? Oui. S'ils s'en sont sortis, pourquoi toi, tu t'en sortirais pas? Et là, tu es en train de dynamiser ton cerveau à croire que bah, si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi, ça nourrit l'espoir. Et si tu as l'espoir, ben, l'espoir prend sa source dans l'optimisme. Donc, nourris ton esprit de choses qui vont construire. Tout ce qui est détruit est autour de toi. OK? Maintenant, qu'est-ce que tu vas utiliser pour construire? Construis. Construis un esprit positif. Construis une solution. Construis un projet. Construis l'espoir que toi aussi, tu peux y arriver. Euh, Sans ça, tu n'y arriveras pas. Et la deuxième solution, la deuxième euh, idée qui va dans la même catégorie, c'est de relativiser. Et ça, tout le monde ne peut pas faire. Mais à la portée de tout le monde. Mm. Relativiser, c'est non pas être dans le déni. Oui, on vit un drame. Ok, c'est vrai, on vit un drame. Mais dans ce drame, qu'est-ce que je peux trouver comme opportunité? Dans ce drame, qu'est-ce que je peux devenir de mieux? Qu'est-ce que je peux tirer de mieux? Je dis souvent en conférence que relativiser, quand on pèse 100 kilos sur Terre, on n'en pèse que 38 sur Mars. T'es pas sur la mauvaise planète. T'es pas gros, t'es sur la mauvaise planète, pardon. Voilà. Voilà, donc relativiser, c'est est-ce que ce que tu vis est réellement aussi grave que tu ne le ressens? Voilà, et là, c'est le dialogue éternel entre les émotions, la perception et le rationnel. Ouais, je vais aller un peu plus loin avec toi, Michel. On va jouer comme ça parce que là, Attention, attention, je suis joueur aussi, hein, fais gaffe. oui, je sais que je m'attaque à quelqu'un qui est ceinture noire d'optimisme et d'audace. Euh, Parce qu'ici, on parle d'une situation qui serait compliquée. Maintenant, si on veut faire de l'entraînement, si je prends la métaphore de la santé en général, s'entraîner 3 fois par semaine, c'est suffisant. Maintenant, bien manger 3 fois par semaine, ça marche pas. Il faut bien manger 3 fois par jour. On sait que les pensées, on en a, je sais plus, c'est 90 000 pensées par jour, ou je sais plus le chiffre. Oui, il y a Voilà, des études qui diffèrent, mais en tout cas, c'est beaucoup. Voilà. c'est beaucoup. Donc, selon toi, quel serait, si on veut faire de l'entraînement? Tout va bien dans ma vie, mais je veux améliorer. Enfin, tout va bien. Je suis bien dans ma Globalement, vie, tu es satisfait, mais oui. voilà. Je veux devenir meilleur dans mon optimisme, comme je veux devenir meilleur au niveau de ma condition physique. Quelle serait la dose minimale que je pourrais faire tous les jours pour pouvoir changer mon esprit, sachant que j'ai des dizaines de milliers de pensées dont je me rends même pas compte. Ces dizaines de milliers de pensées sont des pensées à 99%, 99% des pensées inconscientes. Ouais. Maintenant, ce qui va entretenir l'optimisme, parce qu'on parle maintenant de l'entretenir, hein, au même titre qu'on peut l'acquérir, mais on peut l'entretenir, il y a un des moyens qui, pour moi, est l'un des plus puissants, parmi trois ou quatre autres que je pourrais te donner, hein, mais tu m'en veux un, je t'en donne un, c'est la gratitude. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est également mesuré par des études sur le cerveau également. Donc, c'est mesuré que la gratitude a un effet bénéfique sur le cerveau et alimente l'optimisme. Quand tu as un petit coup de mou, une journée de merde, hein, on parle souvent d'une journée de merde alors que tu as vécu un événement qui a duré 5 minutes, hein, voilà, mais on Mm. généralise. Hein. Euh, c'est d'être dans la gratitude et d'aller. Et ça aussi, c'est contre-intuitif, mais ça, c'est tout le principe de l'exercice, de l'effort. Mhm. C'est de faire un truc qui est contre-intuitif, mais qui va devenir un automatisme. C'est d'aller chercher ce qu'appelle Florence Servan-Schreiber, les 3 kiffs par jour. Mhm. Moi, je dis même, va chercher 3, 4 ou 5 raisons pour lesquelles tu pourrais dire merci aujourd'hui. Merci. 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 Là, tu vois, on est à Biarritz. J'ai les fenêtres ouvertes. Il fait 18 degrés. On est le 30 janvier. Merci pour cette belle température. Merci. Merci pour ton invitation, David. Merci pour toi, auditeur qui nous écoute. Merci. Merci pour le commentaire que tu vas laisser parce que je trouve ça super intéressant. Merci pour les questions surprenantes que tu m'as posées. Merci parce que tes questions m'ont permis de prendre conscience de différentes choses sur l'optimisme auxquelles moi je n'avais jamais pensé. Et tu vois ce que ça fait chez toi, est-ce que ça fait également chez moi, c'est que la gratitude chasse instantanément n'importe quelle pensée négative. Et ça, c'est démontré par la science. Tout à Euh, fait. c'est- donc C'est quelque chose. c'est mesuré, c'est C'est mesuré. ça. La gratitude, c'est pour moi pour moi quelqu'un qui ne fait plus preuve de gratitude, c'est l'ennemi de l'optimisme. Le jour où moi-même je ne serai plus reconnaissant, je saurai que je suis en train de devenir un vieux con. Tu vois, ça Mm. voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça va passer à la question, à ma demande suivante.
Parce qu'effectivement, je veux dire, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ou encore avant, ils avaient la pratique de la religion, effectivement, Oui, ils remerciaient, c'était quelque chose qui ne se posait même pas la question. Aujourd'hui, oui, on doit ramener des informations comme la gratitude avec des preuves, parce qu'on a un esprit relativement cartésien, mais elles sont là. Et c'est vrai que oui. la gratitude agit énormément sur notre physiologie, sur nos neurotransmetteurs, sur notre bien-être. Mais comment passer de la tête aux émotions? Parce que tu dis, ah, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Est-ce que je vais vraiment ressentir la gratitude, le fait de Non, le dire? non, non. La Donc, gratitude, tu vas la ressentir quand ça deviendra un automatisme. Comme je le disais, c'est pour ça que je le dis, hein, parce que j'ai conscience de ce que tu dis. C'est contre-intuitif. Et parce que c'est contre-intuitif, tu vas pas en avoir les effets immédiats. En revanche, quand tu le fais dans une envie, dans un besoin d'aller vivifier et stimuler un état de mieux-être, oui, tu vas le ressentir. Alors oui, merci pour le toit. Alors merci pour le toit suffira peut-être pas, mais si ça te fait rien, c'est que la gratitude que tu exprimes en ce moment est insignifiante pour toi. oui, Alors, une étape plus loin, va chercher une gratitude qui est beaucoup plus importante. Avoir un toit, si c'est normal pour toi, ton rationnel va dire, ouais, mais enfin, là, tu te fous de la gueule du monde, on a c'est tous ça. un toit. OK, va chercher quelque chose de plus profond. Ça. Va chercher quelque chose de plus profond. Si le toit, pour toi, est quelque chose de rationnellement, voilà, normal, va chercher une raison pour laquelle tu peux dire merci aujourd'hui. Et là, en faisant cet effort-là, ça change tout. Tout à fait. Et j'aime bien l'expression, si je la connaissais pas, enfin, si je connais le kiff, mais remplacer quelque chose, une raison pour laquelle tu pourrais être dans la gratitude. Mais qu'est-ce qui t'a fait kiffer aujourd'hui? C'est un langage plus jeune, mais il y a, il y a du peps là derrière. Voilà, exactement. C'est le fait que tu aies un toit, ça te fait pas forcément kiffer, Ouais, mais le fait que tu as quand même un beau tableau et que tu as décoré ta maison comme toi tu l'aimes, ah ça te fait kiffer. Tu ouais, vois, le fait que sur le mur là j'ai une médaille qui me rappelle que bah ça me fait kiffer. Tu vois, ouais. voilà. Oui, effectivement, tu dis très juste. Outre la gratitude, aller plus loin, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, pourquoi tu dirais merci aujourd'hui, mais quelque chose qui a du sens pour toi, quoi. Ouais. Et là, tu as répondu à la dernière question, mais ça, je le savais, hein, je suis perdant Excuse-moi, dans ce excuse-moi. challenge. Puisque l'autre qualité à développer à côté de l'optimisme, bah, tu viens de le dire, c'est la gratitude. C'est effectivement, ça va ensemble et ça va se nourrir l'un et l'autre. Et du coup, pour terminer cette interview, Michel, je vais Attends, t'avouer excuse-moi, qu'effectivement. avant de terminer, je vais te donner encore un bonus alors. Parce que Ah, comme j'ai répondu à ta question, je vais t'en donner une autre. Outre la gratitude, il y a aussi quelque chose qui m'est très très cher et que j'aime beaucoup partager, c'est l'émerveillement. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'émerveiller ne peut pas alimenter son optimisme. S'émerveiller pour n'importe quoi. Un truc tout bête, mais il m'arrive parfois, je me surprends parfois d'arrêter de travailler, de regarder une araignée tisser sa toile. C'est un truc tout bête. Mais de prendre le temps de s'émerveiller pour une araignée tu vois, qui sort un filin de son abdomen. Déjà, ça, c'est sensationnel. Et puis, arriver à faire cette toile, et tu te dis, mais punaise, mais comment il fait? Et en fait, tu passes un quart d'heure à regarder une araignée. C'est un truc de dingue. Mais quand je vais aux quatre coins de France et du monde et que le client me réserve une chambre d'hôtel dans un palace, oui, ça m'arrive pas tout le temps, bien entendu, hein, mais quand ça m'arrive, je suis jamais blasé. Je suis là comme un gosse en disant, punaise, le palace, la chambre équivaut plusieurs centaines d'euros, un truc de fou, le privilège, le dingue. Et je vis ça à chaque fois comme si c'était une première fois. Et ça te prémunit de l'amorosité. Tu vois, quelqu'un de blasé, c'est chiant, quelqu'un de blasé, tu vois. Et pour moi, l'émerveillement fait partie de l'optimisme. Voilà, c'était juste le petit bonus en plus que je vais te donner. ben, figure-toi que avoir les yeux d'enfant, c'est une thématique que j'avais notée sur mes notes, mais je me suis dit, il en a déjà parlé tant de fois, je vais pas revenir. Et tu as quand même réussi à le placer. Et c'est vrai que retrouver ses yeux d'enfant pour Oui, n'importe quoi, oui, c'est un exercice, mais ça fait du bien. mais Ça bien fait sûr. vraiment du bien. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant apprend si vite? C'est parce qu'ils sont optimistes de nature et c'est après les adultes qui vont étouffer cet optimisme. Mais Ouais. un enfant, c'est pas un problème d'âge ou un problème de cerveau ou d'âge cérébral, c'est un problème d'optimisme. Les Mm, enfants ne pensent pas aux limites, ils apprennent. Et mm. ils stimulent leur cerveau parce qu'ils sont dans un constant apprentissage, ils sont dans un constant émerveillement, et on ne devrait jamais tuer l'enfant qui est en nous. Exactement. Et on le voit chez toi, hein. On voit ça dans tes yeux, ça pétille, c'est vraiment agréable. Je voudrais te remercier du fond du cœur, Michel, C'est pour moi ce qui que te tu nous as. remercie. Oui, mais ce que tu nous as offert là, c'est vraiment avec énormément de générosité. D'ailleurs, j'avais déjà été surpris
par ta générosité. Et j'avais la chance de pouvoir partager mon premier livre il y a quelques mois avec toi. Mais je vais t'avouer que, en fait, j'ai vécu avec toi ma première baffe agréable. Ah, écoute, Je ne suis, excuse-moi. je ne suis pas je ne suis pas un sadomaso, non, je ne suis pas. Mais il se fait qu'il y a un an et demi, je suis tombé par hasard sur une promo de la formation conférencier en ligne que tu donnais. Et Oui. lors de la première leçon, j'ai compris qu'en fait, je pensais être un conférencier. Et tu m'as bien fait comprendre que non, j'étais juste un formateur en petit format. C'est Que ça. j'étais pas du C'est tout un ça. conférencier. Ouais. Donc je me suis pris une baffe. Mais ce qui était agréable, c'est que après, tu donnes les solutions pour Bien sûr. Bien devenir un sûr. conférencier. Et Bien du sûr. coup, pour terminer cette interview, je voudrais qu'on échange un petit peu sur là où on peut te retrouver, si les gens veulent continuer la conversation avec toi. Il y a plusieurs chaînes YouTube. Il y a ton profil LinkedIn sur lequel tu es également Oui, oui. Très actif. généreux, très actif. Donc, je mettrai toutes ces références dans le descriptif de cette Merci. vidéo, de cette interview. Il y a ton site web. J'aurais dû les noter, mais je ne les ai pas notés Michelpoulard.com, tout Voilà, simplement. je pensais bien. Tu sais, ce qui est simple, David, vous mettez mon prénom et mon nom dans Google, vous trouverez tout. En fait, j'ai tellement créé de contenu que voilà. Pareil pour mon école, tu mets école de conférencier professionnel, tu mets mon nom, tu trouveras tout. Tu veux savoir plus sur le show Inspire Expire, tu trouveras tout. En fait, tu mets mon nom, tu trouveras tout. Tu me... Je voulais justement en venir à ton école de conférencier. Donc, tu vois, tu étais vraiment, on est en phase aujourd'hui. Donc, il y a la version en ligne, il y a la version présentielle où je pense Oui. que c'est 5 ou 7 jours. Et puis, il y a l'école, effectivement, qui a lancé Alors, c'est pas l'école, c'est moi qui produis c'est ça, un show Inspire Expire, qui est l'équivalent d'un, allez, punaise, un showcase. un showcase, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, un showcase de conférenciers qui m'a été inspiré par le Jamel Comedy Club. Je me suis retrouvé au Jamel Comedy Club. J'ai vu les humoristes et je me suis dit, mais c'est vrai, au fond, ces humoristes, ils te donnent un seul sketch, mais ils te donnent envie d'aller voir leur spectacle. Et de là est née l'idée de demander aux conférenciers de faire une conférence en 7 minutes. Mais en 7 minutes, ça doit être une vraie C'est conférence. On doit chaud, être hein. inspiré. On doit ressortir avec l'envie d'acheter ta conférence en long format. Donc, je suis aussi producteur de ce show-là également. Exactement. Et tu as une chaîne YouTube, justement, Inspire, Expire le show, Oui, sur YouTube, où on peut voir justement tes absolument. conférenciers, 7 minutes, 35 minutes, et Non, être inspiré. 7 et 20 au maximum, pas Oui, 35, 20. 7-20. Oui, c'est toi Ouais, qui fais des extraits de 35 minutes de tes conférences. Tu as 5 conférences keynote pour 2024, dont le oui, best-seller, c'est Audace de l'optimisme, c'est que tu ça. proposes à travers le monde, en Oui. français, en anglais et en néerlandais. Et même en néerlandais, oui, ça m'est arrivé Voilà. encore il y a 2 semaines, oui. Là, on ne va pas continuer la conversation en néerlandais parce que j'ai fait 12 ans de néerlandais, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. Donc, Comme la plupart des Belges francophones. oui, voilà, c'est ça. J'ai préféré l'anglais, je sais pas pourquoi. Mais donc, plusieurs endroits où on peut continuer la conversation, parce qu'encore une fois, je le disais, tu es très généreux dans tes contenus. Donc, tous ceux et celles qui chercheraient, par exemple, des leviers pour stimuler leur optimisme, pourraient tous les jours, au lieu de regarder Netflix, avoir une mini-conférence, parce que j'y crois vraiment. Oui, J'ai bien sûr, traversé bien sûr. dans ma vie des événements très, 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 très douloureux. Et à une époque, c'était des YouTubeurs qui, avec leur contenu, m'ont permis de maintenir la barre. Donc j'y Bien crois sûr, vraiment. bien Avoir sûr. autour de soi des gens physiques, c'est important. D'avoir des gens avec qui parler, c'est important. Mais des gens qui inspirent, c'est vraiment essentiel. Donc merci beaucoup, Michel, de ta présence. Merci pour ton travail, parce que c'est Merci à toi, 15 ans David. de partage. On ne Et bravo s'imagine pour ta pas. préparation. Rares sont ceux qui m'interviewent et qui ont été chercher aussi loin que tu l'as fait. Bravo pour ça. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. C'est toujours chouette de recevoir un retour. On fait ça pour ceux qui nous écoutent. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette interview que j'ai vraiment énormément appréciée. Rendez-vous sur les différents canaux de communication de Michel. Et est-ce que tu as un événement très bientôt, Michel, qui pourrait être suivi? J'ai personnellement très peu d'événements publics parce que j'interviens principalement dans des événements privés, des séminaires C'est ça. d'entreprise et des conventions. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est
de vous abonner sur la page, en tout cas sur LinkedIn, vous suivez mes infos et les événements dans lesquels on peut me retrouver plus facilement, c'est les shows Inspire Expire qui, eux, sont ouverts au public, dans lesquels moi, je me fais toujours un plaisir de rencontrer les uns et les autres. Mon canal de communication privilégié, c'est LinkedIn, donc n'hésitez pas, mais c'est avec le show Inspire Expire que vous risquez de me trouver en public plutôt que dans les autres. Exactement. Donc, d'ici notre prochaine interview, prenez soin de vous et à très bientôt avec grand plaisir. À bientôt, merci.